Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je m'appelle Alexandrine Desourdis et je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui s'inscrit dans l'initiative Convergence. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, à titre de rappel, Convergence est une grande initiative qui est portée par la Chambre et la BMO avec l'appui de près de 20 partenaires, dont le gouvernement du Québec, et qui vise à appuyer les entreprises dans leur transition verte. En fait, la Chambre consulte régulièrement le milieu des affaires et on a constaté, en fait, dans les derniers mois, les dernières années, les besoins, les priorités qui sont nécessaires pour réussir le virage vert des entreprises. On le sait, les entreprises sont très sensibles à leur impact sur l'environnement, mais seulement la moitié des entreprises ont amorcé leur transition. Et donc, c'est par faute souvent de ressources, par faute de connaissances peut-être à l'interne. Et donc, on veut vous aider à prioriser les actions. Et c'est donc dans ce contexte-là que la Chambre a mis en place cette série de webinaires qui sont très pratiques et où on peut recevoir des experts, des entrepreneurs, des leaders qui nous partagent leurs expertises, leurs expériences de transition. Donc, l'avantage d'être avec nous ce matin, c'est que vous aurez l'occasion de poser vos questions en direct dans l'espace Q&A qui apparaît au bas de votre écran. Donc, il y aura une période de questions à la fin de la présentation. N'hésitez surtout pas à indiquer vos questions tout au long de la présentation. Merci d'ailleurs d'être si nombreux avec nous ce matin. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Maintenant, je vais vous présenter notre invité. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Rani Colli, qui est président-directeur général chez Credo Impact. Bonjour, Rani. Bonjour, Alexandrine. Et donc, aujourd'hui, Rani va nous présenter en fait comment on choisit et on met en œuvre notre certification qui est la mieux adaptée pour répondre à notre stratégie de responsabilité sociale. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser poursuivre le webinaire avec Rani. Je vais revenir plus tard pour la période de questions. Donc, Rani, bon webinaire. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, à ceux qui sont là avec nous et ceux qui réécouteraient ce webinaire. J'ai vraiment le plaisir de m'entretenir avec vous quelques minutes avant d'ouvrir la section questions-réponses. Donc, sans trop tarder, pour peut-être vous introduire d'abord cette thématique-là, en termes d'agenda, on aura une mise en bouche un peu avec un contexte et quelques concepts de base. Je vais aborder la thématique centrale qui est les labellisations et les certifications, voir un peu la distinction entre les deux et l'étendue, évidemment non exhaustif, vous me le permettrez ce matin, et il y en a tellement sur le marché que on a sélectionné pour vous quelques-unes à titre illustratif. Et on va faire un peu un zoom sur une certification complète qu'on considère un peu plus holistique, notamment la certification B Corp, et on abordera justement la question-réponse, avant de peut-être vous laisser sur quelques astuces et trucs. Donc d'abord, un mot sur Credo. Credo Impact est une firme d'impact social et environnemental. Nous fêtons nos 10 ans cette année et nous avons, je dirais, une clientèle autant au BNL, privé que social, et aussi du municipal et public parapublic. Donc vraiment, c'est un échantillon de clientèle qui, au centre de tout ça, c'est la maximisation de leur transition, l'accélération de leur transition environnementale et sociale qui nous préoccupe le plus. Donc, avec notre équipe chez Credo, nous accompagnons justement des organisations qui veulent maximiser leur impact social et environnemental. Peut-être une introduction au niveau des contextes, du contexte de pourquoi on fait tout ça. Je vais vous demander peut-être de me joindre sur Slido, donc simplement scanner le code QR ou aller sur slido.com avec le nom d'événement Credo et vous pourrez nous rejoindre dans une expérience interactive sur laquelle on pourra échanger quelques éléments. Donc, je vous laisse, pardon, d'abord sur le code QR. Ensuite, dès que vous avez la possibilité de rentrer à l'intérieur de la plateforme Slido, nous pourrons vous poser quelques questions interactives. Donc, ceci prend juste votre nom, je pense, euh, et vous pourrez ainsi rentrer sur la plateforme Slido. Donc, en scannant le code QR, vous allez pouvoir y accéder. Justement, on a sondé chez Credo avec l'Institut du Québec et HEC Montréal il y a quelques temps, en 2021 précisément. On a fait une étude sur la RSE au Québec. Donc, quelle est la perception des entreprises, des PME québécoises quant à leur performance au niveau de la responsabilité sociale qui les concerne. Et je tirerai deux, trois statistiques pour juste
faire une introduction à cette thématique ce matin. Donc, cette étude est téléchargeable. Vous pourrez, en recevant le document, cliquer juste sur télécharger, vous allez pouvoir y accéder. Donc, il y a beaucoup de données intéressantes. J'en ai pris quelques-unes qui peuvent un peu illustrer l'introduction à notre thématique ce matin. Donc, la première question que j'ai pour vous, d'ordre un petit peu holistique, de combien de planètes, selon vous, aurions-nous besoin si l'humanité vivait comme les Nord-Américains? Donc, ma question est simple. De combien de planètes, en mettant un chiffre, aurions-nous besoin si l'humanité vivait avec le style de vie nord-américain? Donc, vous voyez à l'écran apparaître différentes, différents chiffres. Oh my God, on touche même les 10. J'espère pas. On vous laisse quelques secondes pour voter et donner votre réponse. Mais en tout cas, il y a très peu qui sont sur une planète. Donc, vous l'aurez compris, la plupart d'entre vous pensent que c'est vraiment plusieurs planètes, en tout cas plus qu'une dont on dispose. Ceux parmi vous qui connaissent le jour du dépassement des ressources planétaires, malheureusement, on est aux alentours du 15 mars cette année, ce qui dit que à partir du 15 mars de cette année, on était déjà à crédit sur les ressources écologiques. Donc, la bonne réponse, c'est 5. Donc, ceux et celles qui ont mis 5 comme réponse, c'est vraiment la bonne réponse. Mais j'ai le goût de dire que c'est la mauvaise réponse, puisque c'est une très mauvaise nouvelle, justement, que notre style de vie ici dépasse largement la capacité d'une planète. À titre de rappel, le Canada a son jour de dépassement à partir du 15 mars 2024. Donc, prochaine question pour vous au niveau de la posture de votre entreprise, au niveau de la RSE ou développement durable. Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant la performance financière en toutes circonstances qui est poursuivie, ou une posture à 5 où les gens et l'environnement passent avant les profits. Donc, si vous pouvez juste voter et voir un petit peu la moyenne de notre cohorte ce matin. Et je vais vous révéler justement une statistique qui est issue de notre étude RSE réelle pour vous comparer entre la cohorte de ce matin et les résultats de l'étude elle-même. À date, on est aux alentours de 3,3, 3,4. Donc, il y en a qui se pensent quand même à privilégier les gens et l'environnement avant même les profits. Il y en a qui reconnaissent qu'ils sont encore peut-être proches plutôt de la performance financière en toutes circonstances. Mais la moyenne, on est à 3,3 si j'en crois le résultat actuel. C'est exactement pile poil la perception de la moyenne des PME québécoises issue de notre étude que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, autant dire qu'on est quand même en progression mais on a encore du chemin à faire en termes de performance sociale ou de développement durable. Et une petite dernière pour la route, comment percevez-vous la performance RSE ou développement durable actuelle de votre entreprise? Pour les accompagnateurs comme moi qui sont dans la salle, ils peuvent aussi voter sur le fait de voir leurs propres clients avoir une certaine performance. Donc, est-ce qu'elle est passable, bonne, excellente? Ça nous donnerait aussi un peu un aperçu de votre sentiment et de votre perception ce matin par rapport à votre performance RSE et ou développement durable. Donc, bonne à 45% à peu près, excellente seulement à 21, passable à 32, ça évolue. Donc, on n'est pas très loin du portrait que nous avons répertorié lors de notre étude RSE au niveau des PME québécoises. Donc, si je m'arrête à ce portrait-là, vous allez remarquer que on est à peu près, à quelques différences près, au même portrait que nous avons nous-mêmes relevé au niveau de cette étude. Donc, les entreprises, en termes de perception, je dis bien de perception, on est à bonne à 63%, excellente à 12% et passable à 25%. On était un petit peu à quelques niveaux de différence, mais pas très loin de la réalité que nous avons perçue lors de notre étude. Alors, clairement que le contexte ayant mis la table avec ces quelques sondages, ce n'est pas, ce n'est plus en fait l'adoption des pratiques éco-responsables qui est juste optionnelle comme ça l'a été, mais c'est vraiment une nécessité. Évidemment que les certifications, elles permettent de concrétiser cet engagement-là de façon plus sérieuse et puis de façon mesurable aussi, et même reconnue par les pairs et reconnue par les clients et les employés. Donc, ce n'est pas seulement de répondre aux attentes croissantes de ces employés, de ces consommateurs, mais aussi de se positionner en termes de leadership d'impact. C'est vraiment pour ça qu'on vous sert ce webinaire ce matin. Quelques concepts clés dont je suppose que la plupart le connaissent, mais juste à titre de rappel. RSE, divulgation ESG, développement durable ou organisation à mission.
Selon BDC, une entreprise, elle devrait jouer un rôle positif dans la collectivité et tenir compte de l'impact environnemental et social dans ses décisions. C'est ce qu'on pourrait qualifier de définition pour la RSE. Au niveau de la divulgation ESG, qui sont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ils servent plutôt à évaluer la performance extra-financière, j'insiste sur le terme extra-financière, d'une entreprise à des fins d'investissement. À l'origine, en tout cas, ça a été ça la prémisse. Ça a évolué vers un autre spectre en ce moment. En termes de développement durable, évidemment, le rapport de Brundtland en 87 le définit comme étant un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de répandre l'heure et plus ambitieux éventuellement. On a d'ailleurs cette image-là qui nous rappelle la superposition des trois sphères du développement durable, que je vais critiquer d'ailleurs dans un instant, si vous le permettez. Mais pour finir avec l'organisation à mission, c'est une organisation qui incorpore dans sa raison d'être une dimension sociale et sociétale, et même qu'elle est consacrée par des statuts légaux. On pourrait trouver justement le genre d'exemple de certification B Corp qui peut vraiment consacrer cette dimension-là. Je vais critiquer la dimension des trois sphères de développement durable parce que effectivement, si on regarde d'un point de vue durabilité, chez Credo, on pousse vraiment vers aller vers une durabilité authentique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que c'est faux, quelque part, d'admettre que l'égal de l'économie, c'est la société et l'environnement. Nous croyons qu'il y a une primauté à la biosphère et à l'environnement qui, elle, sous-tend l'existence et la survie humaine, qui, cette humanité qui respecte les fondements sociaux, puisse éventuellement faire générer une économie dont la finance est une composante. Donc, cette triptyque ou ces trois sphères-là d'interdépendance sont quand même importants à considérer en termes de mise en contexte de pourquoi on s'intéresse euh, aux certifications et aux labellisations. Rentrant dans le vif du sujet, justement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas voulu pour être une liste exhaustive, mais je tenais à avoir un fil rouge. D'abord, avec un petit rappel que si on parle de RSE développement durable, c'est parce que les modèles d'affaires des PME ou des organisations ne l'est pas à la base, ou du moins ne l'est pas suffisamment. Donc, c'est pour ça que, by design ou par conception, c'est une différence de concevoir un modèle d'affaires qui, à la base, est à visée d'impact versus essayer de rediriger un modèle d'affaires qui a déjà des externalités négatives, qui a déjà des nuisances à l'environnement et à l'humanité, qu'on est capable on voudrait éventuellement le corriger. C'est toujours faisable, mais juste partir de la prémisse que c'est d'abord par conception que ça n'a pas été intégré pleinement. J'ai pour vous cette pyramide que nous utilisons chez Credo pour illustrer un petit peu les niveaux d'intégration de l'impact. Donc, vous voyez, à la première marche, c'est la philanthropie, ensuite les pratiques responsables et développement durable, vient par la suite la chaîne de valeur, ensuite le modèle d'affaires, la gouvernance et la culture, pour finir avec le Saint Graal qui est d'intégrer l'impact au sein même de la raison d'être. Si j'utilise cette métaphore, je vais pour vous un petit peu illustrer quelques labels et quelques certifications. Il y en a plusieurs, encore une fois, on a fait l'effort de vraiment d'être succinct, mais qui sont quand même répartis sur certains éléments, notamment qui sont propres aux produits ou services, ils sont soit à la gestion environnementale, parfois aux pratiques philanthropiques ou sinon un peu plus global au niveau de la RSE. Donc, si je poursuis avec cette analogie en gardant en tête l'idée que les facteurs ESG peuvent aussi nous renseigner sur l'intérêt d'un tel label ou d'une telle certification. Commençons par le premier niveau qui est la philanthropie. Clairement, une des certifications ou des labellisations qui peuvent être poursuivies, c'est 1% for Planet. Donc, c'est vraiment une certification qui vise essentiellement à donner 1% des revenus annuels directement à des organisations environnementales. Donc, on voit bien qu'au niveau du ESG, c'est plutôt le E de l'environnement qui est privilégié. Et il y a plusieurs entreprises à travers le monde qui souscrivent à cette certification-là. À chacune des slides que vous recevrez, vous avez quand même les références si vous voulez vraiment aller plus loin. Donc ça couvre un petit peu le chapitre philanthropique. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des plus reconnues. Si j'avance un peu plus au niveau des pratiques responsables et développement durable, qui sont censées toucher un peu plus les différents facteurs ESG, je vais me retrouver encore une fois avec des certifications et des labels propres aux produits ou services. J'en prendrai au moins celle de Cradle to Cradle qui illustre d'une certaine façon un niveau de graduation, un niveau d'escalier, si vous voulez, de bronze jusqu'à platinium. Essentiellement, ça touche à quoi? Santé des matériaux, gestion responsable de l'eau et des sols, équité sociale, circularité des produits, protection de l'air et du climat.
quand même assez précis. On active certains éléments de nos facteurs ESG, mais on a clairement le potentiel de cheminer dans cette gradation qui est de commencer par une certification branche jusqu'à Platinum. Donc, il y a un peu cet escalier qui vous est proposé. Si vous voulez aller vers ce genre d'optique, il va falloir vraiment comme vous intéresser à ce genre de certification pour attester que vos produits ou services, essentiellement produits, respectent ces dimensions-là. Si je vais plutôt vers une gestion environnementale proprement, il y en a plusieurs. J'en prends pour vous la certification ISO 14001 qui est une norme. On connaît suffisamment la norme ISO, donc ils ont bâti la 14001 qui vient afficher un petit peu un certain nombre d'exigences, notamment qui mesure proactivement euh, l'empreinte environnementale qui est réduite. On veut aussi respecter des exigences légales qui soient pertinentes, mais on veut aussi atteindre des objectifs environnementaux. Clairement, c'est très adapté pour les secteurs à forte empreinte environnementale, notamment le manufacturier qui inclut. Donc, la certification ISO demeure quand même une référence en la matière. Et en termes d'ESG, on rappelle, donc c'est plutôt le volet environnemental qui est couvert ici. On toucherait quand même à d'autres volets, mais c'est essentiellement le volet environnemental. Au Québec, nous avons le référentiel BNQ 21000, qui est une démarche de développement durable, qui est un guide, pas une certification, qui elle est volontaire, pas obligatoire au sens strict du terme, et elle respecte les 16 principes de la loi du développement durable. Donc, c'est aussi une façon d'intégrer le développement durable dans des stratégies d'affaires. Il y a plusieurs éléments, donc un peu une démarche à plusieurs étapes de partager la vision jusqu'à identifier les enjeux avec la matrice de matérialité, jusqu'à agir. Donc, il y a quand même une démarche qui est transversale et qui touche justement l'aspect social, environnemental et économique en même temps. Donc, c'est une démarche qui peut être intéressante. C'est une grille d'auto-évaluation et une grille stratégique qui sont fournies en termes d'accompagnement. Donc là encore, c'est volontaire, donc c'est vraiment propre à l'auto-évaluation, donc à l'organisation de se déclarer par rapport à tel ou tel référentiel. Mais les outils sont quand même assez bien réfléchis pour qu'ils puissent vous accompagner dans votre réflexion. On a cette déclinaison pour la gestion d'événements responsables. Je la mentionne juste à titre d'information, mais elle découle un petit peu du même paradigme. Pour tout ce qui est produits forestiers, je vais un peu en survol. Vous aurez compris que c'est juste pour illustrer certaines des certifications de labellisation. Ici, on parle vraiment de gestionnaires forestiers. On parle vraiment d'entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent des produits de bois. On parle vraiment de pour les objets ou pour les meubles en tant que tels. Donc, c'est vraiment une certification qui est très spécialisée. Et il y en a, j'ai pris celle-ci comme exemple, mais il y en a dans chaque industrie quasiment un équivalent qui peut être poursuivi. Vous m'entendez dire, ce n'est pas justement, pardon, ce n'est pas juste une certification ou un label qu'on pourrait poursuivre, mais il faudrait trouver une cohérence entre tout ça. Donc, celle-ci est un exemple d'une industrie particulière, d'un vertical qu'on pourrait soutenir si on est dans cette catégorie-là. Ici, en recycle, c'est aussi un référentiel qu'on peut poursuivre si on veut vraiment sur les pratiques de matières résiduelles précisément, donc dans la sphère de l'ensemble des enjeux matériels pour une entreprise, les matières résiduelles peuvent en être un. Et donc, la partie recyclable, la partie réduction à la source, la partie du réemploi peut être assez intéressant. Donc, je vous invite à découvrir ici en recycle, qui a aussi un peu son pesant d'or pour des entreprises qui veulent s'y intéresser. Une autre aussi québécoise qui est issue du Conseil des industries durables en collaboration avec le groupe Écossaire. On a cette gradation, encore une fois, qu'on a retrouvée il y a quelques instants avec une autre certification. La certification éco-responsable, comme son nom l'indique, ben, elle passe d'engagement à élite par performance et optimum. Et c'est une façon de voir les niveaux d'engagement en termes d'éco-responsabilité. Pareil, donc vous allez voir dans les détails que soit on planifie stratégiquement le changement, ensuite on le met en œuvre avec des actions et des mécanismes de suivi. Au niveau 3, on optimise la chaîne de valeur et au niveau élite, on maximise la performance globale en termes de développement durable. Donc, vous voyez un petit peu la logique aussi de gradation au niveau des exigences. Ça, c'est une certification aussi qui peut être poursuivie si quelqu'un souhaite vraiment avoir une démarche un peu plus holistique.
Il y a d'ailleurs une qui est spécialisée pour les emballages et l'éco-conception, donc qui consacre les produits éco-conçus et mais aussi les emballages éco-responsables. C'est assez intéressant de voir aussi pour les entreprises parmi présentes ici qui ont cet enjeu d'emballage ou d'éco-conception, ils peuvent ou elles peuvent justement penser en amont de leur chaîne de production, comment est-ce que leurs produits puissent avoir le moins d'empreintes possible. Si j'avance maintenant au niveau de la pyramide et on monte d'un cran au niveau de la chaîne de valeur, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à l'échelle de la chaîne de valeur? C'est clairement EcoVadis qui pourrait être retrouvé comme étant un label. Ce n'est pas nécessairement une certification, c'est justement une médaille qu'on obtient une fois qu'on a rencontré un certain nombre d'exigences. Donc, ces médailles-là, elles récompensent quoi? Elles récompensent le fait que les entreprises ont complété une évaluation avec un système de gestion qui répond de manière satisfaisante à certains critères. Donc, c'est vraiment important de noter qu'une entreprise ayant une médaille ou un badge peut encore et doit d'ailleurs encore améliorer ses pratiques. D'une part, c'est graduel, donc en ayant un badge, il y a encore d'autres badges qu'on peut avoir, mais même si on a, j'allais dire, les badges les plus ultimes, c'est une autodéclaration finalement soumise à un certain nombre de critères. Donc, ce n'est pas une certification en tant que telle, mais ce sont des médailles qui peuvent euh, garantir que vous avez au moins intégré dans votre chaîne de valeur un certain nombre de pratiques éco-responsables. L'ultime, vous voyez un peu monter les exigences, si on va à l'échelle du modèle d'affaires, de la gouvernance et de la culture et même de la raison d'être, clairement, la certification B Corp se retrouve au haut de cette pyramide-là pour une raison toute simple, c'est que c'est un mouvement plus que juste une certification, mais au-delà du mouvement qui s'étale à travers plusieurs pays. Et on a la chance d'ailleurs au Québec d'avoir plus d'une centaine, voire même que ma dernière discussion avec le Bilocode Québec, et on parle de 150 entreprises et plus. Donc bravo à tous les accompagnateurs, mais aussi aux entreprises elles-mêmes qui ont fait cet effort-là d'avoir le Québec qui adopte cette certification-là. Pourquoi elle est si intéressante? Elle a des valeurs ancrées sur l'aspect holistique, la justice et l'équité, la collaboration et l'amélioration continue. Aux 3 ans, vous devez vous recertifier, mais aussi que en termes de réédition de compte, c'est vraiment plus rigoureux parce qu'il y a une vérification diligente qui est faite, dépendamment de l'ampleur de votre entreprise, évidemment, mais ça touche surtout euh, des domaines tant d'opération que de modèles d'affaires. Et c'est ça qui confère un peu à l'association B Corp un caractère très spécifique. Donc, on a la gouvernance avec la mission, avec la gouvernance, l'éthique et la transparence. On a les collaborateurs et collaboratrices qu'on voudrait aussi retrouver tant dans l'aspect opérationnel, ressources humaines, que en matière d'ambition, y compris un actionnariat des employés, y compris peut-être donner accès à des travailleurs qui sont éloignés du marché de l'emploi. Au niveau de la collectivité, on a j'allais dire, sur les opérations, tant l'approche EDI que la chaîne d'approvisionnement, comme on vient de le dire sur d'autres certifications et l'habilitation, l'impact économique qu'il faut aussi reconnaître, les engagements civiques et philanthropiques, vous voyez, donc ça touche vraiment l'ensemble de la pyramide que je présentais, mais ça va même plus loin. On est capable de véhiculer un modèle d'affaires à impact qui active une dimension, un enjeu social ou environnemental comme l'achat local, un modèle coopératif de production et j'en passe. Sur l'environnement, il y a évidemment les aspects matériels pour une entreprise, gestion environnementale, l'air, l'eau, terre et vie, mais il y a plus que ça. On est capable de nous rediriger vers la transition socio-écologique avec les énergies renouvelables, la conservation du territoire, donc régénérer les milieux qu'on a éventuellement détruits ou qu'on souhaite réhabiliter. On a d'autres éléments sur la dimension d'impact, y compris l'innovation industrielle, qui peut nous ouvrir un modèle d'affaires impact extrêmement intéressant. Et pour la gestion de la clientèle, il y a la gestion de la satisfaction de la clientèle, mais il y a beaucoup plus que ça. On est capable de retourner notre modèle d'affaires intentionnellement pour viser une clientèle spécifique qui a été desservie éventuellement ou mal servie jusque-là. Bref, tout ce qui est en vert, c'est vraiment pour bâtir un modèle d'affaires impact. Tout ce qui est en gris, c'est déjà vos opérations. Donc, on a là une approche holistique qui confère quand même un caractère assez ambitieux et aspirationnel pour la certification B Corp. J'en parlais justement à l'instant des modèles d'affaires à impact qui peuvent littéralement transformer votre entreprise au-delà de la RSE, de la responsabilité sociale, mais vraiment pour avoir un leadership d'impact. Et je passe la parole à Sandrine pour nous animer un peu cette première série de questions. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation. Puis, j'apprécie beaucoup que tu nous donnes un éclairage sur les différents types de certifications. On comprend qu'il y a vraiment
plusieurs options selon ce qui est adapté à chaque entreprise. On va passer donc à la période de questions, puis je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à inscrire vos questions directement dans la boîte Q&A qui apparaît au bas de votre écran. On va pouvoir prendre le maximum de questions ce matin en direct. Donc, j'aurais déjà une première question pour toi, Rani. Quels sont les défis qui sont vécus généralement par les entreprises qui s'engagent dans un processus de certification? Merci beaucoup pour la question, Alexandrine. Évidemment, plusieurs enjeux et défis guettent un peu une entreprise qui se mène dans cette démarche-là. L'une des premières et les plus faciles à comprendre, c'est le misalignment, donc le désalignement stratégique. Évidemment, on ne peut pas se promener dans cette journée-là, donc cette aventure-là de labellisation, de certification, si on n'a pas en amont eu une réflexion stratégique profonde sur pourquoi on existe comme entreprise. Souvent, c'est des questions difficiles. Et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme ambition sociétale au-delà de celle de poursuivre les profits. Donc, je pense que ce cadrage stratégique-là est souvent ignoré, voire sous-estimé, et on se retrouve avec beaucoup d'efforts et d'énergie et d'investissement à avoir poursuivi un chemin qui, ultimement, en fait, on ne sait pas tellement et répond à quel enjeu stratégique. Donc, je vous dirais, l'écueil qu'on remarque le plus, c'est vraiment ce manque de clarté stratégique, ce manque d'intégration au plus haut de la pyramide que je mentionnais tout à l'heure. Et ça, j'allais dire, c'est assez facile à corriger, non, mais il faut quand même avoir l'intention de le corriger si on a vraiment envie de faire les choses profondément. C'est vraiment intéressant ce que tu amènes, cette idée-là d'optimiser aussi ses efforts pour que ce soit, pour que ça réponde bien, en fait, aux besoins stratégiques de l'organisation. Donc, il y a toute une réflexion préliminaire à faire. J'ai une autre question qui nous vient aussi de nos participants en ligne. Donc, c'est quoi la différence entre labellisation et certification? C'est des termes que tu as utilisés Oui. au cours de la présentation. Donc, tu peux nous clarifier ça. Bonne question, effectivement, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tout à fait. Donc, un peu comme dans les mots eux-mêmes, un label, imaginez-les comme étant un stamp, donc un cachet, voilà, Un quelque saut. chose, un sceau, voilà, merci, un sceau qui reconnaît quelque chose. Souvent, c'est une reconnaissance du fait on s'est soumis par de l'autodéclaration souvent. Je le précise, par de l'autodéclaration souvent. En général, les labellisations, à quelques exceptions près, sont soit très peu vérifiées ou moyennement vérifiées en termes de due diligence, en termes de vérification diligente. Et normalement, à part quelques exceptions, un label devrait avoir une date de début, une date de fin. Mais parfois, on soutient un label qu'on garde encore pendant plus de décennies. Donc, il y a quand même à se questionner sur la fiabilité de ce qu'un label renseigne pour un employé, un consommateur. Contrairement à une certification qui, par définition, encore une fois à quelques exceptions près, on s'attend à avoir un mécanisme de vérification plus soutenu, on s'attend à ce que la démarche elle-même est plus profonde et on s'attend à ce que la rigueur associée à la crédibilité de cette certification devrait quand même avoir une norme et un consensus international pour nous éviter le greenwashing ou l'éco-blanchiment. C'est les deux attributs, il y en a plus, mais c'est comme mémotechnique, c'est comme ça qu'on pourrait faire la distinction entre les deux. Merci, c'est vraiment très clair. J'ai une autre question qui va en ce sens. Donc, peux-tu clarifier la pyramide de l'impact en organisation? Donc, la base de Hmm. la pyramide correspond-elle au niveau de facilité d'intégration des pratiques dans l'organisation ou bien illustre-t-elle plutôt l'importance de ces pratiques? Très bonne question. D'ailleurs, en toute transparence, ce n'est pas, on ne veut pas sous-estimer les premiers paliers. Par exemple, la philanthropie, j'ai beaucoup de confrères et d'amis dans le monde de philanthropie. Quand ils voient notre pyramide, ils disent, Méranie, est-ce à dire que c'est pas important la philanthropie? Ce n'est pas tout à fait ça. L'évolution de la pyramide, elle est plus au niveau d'intégration. Le nom de la pyramide, c'est le niveau d'intégration de l'impact. Je vous donne un exemple très simple. Si je décide aujourd'hui de donner un chèque de 10 000, 100 000 dollars à une œuvre caritative, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de sous-traiter, en tout respect du mot évidemment, au sens positif du terme, un enjeu social ou environnemental que je décide de ne pas intégrer à mon modèle d'affaires ni à mon organisation, mais de soutenir une œuvre caritative, aussi louable soit-elle, pour qu'elle le fasse. Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que j'ai réellement intégré la démarche d'impact à l'intérieur de mon organisation? Non. J'ai contribué financièrement ou par du pro bono et c'est absolument souhaitable. C'est juste que c'est différent de changer la raison d'être de votre organisation et de dire, je ne veux plus vendre
produit de consumérisme, je souhaite rendre une utilité à la société, à l'humanité. Vous voyez, le niveau d'intégration n'est pas tout à fait le même et comprenez que c'est graduel au fur et à mesure qu'on monte dans cet escalier. Excellent, mais merci. Puis donc, on comprend qu'il y a différentes façons d'intégrer des bonnes pratiques, que ça peut être en contribuant aux activités d'une autre organisation ou carrément en intégrant à travers ses propres activités. Puis donc, c'est un continuum avec lequel Absolument. on peut évoluer. J'ai une question qui s'en va dans une autre direction, donc Mhm. qui est en fait une compagnie qui demande, donc une filiale d'une compagnie internationale peut-elle être certifiée si la maison mère ou le siège social ne l'est pas? Est-ce que ça a un lien, en fait, Mhm. avec l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise? Et il y a quelques particularités, puis la personne peut me contacter au besoin, ça me ferait plaisir. À part le monde des franchises, parce que justement, une franchise, et on a beaucoup de confusion au niveau du brand. Donc, en ayant franchisé, par exemple, pardon, en ayant certifié une franchise A, on peut sous-entendre que le groupe l'est. Donc, il y a des particularités pour les franchises. Mais à part ça, il est effectivement faisable et on a des clients aujourd'hui dont les filiales canadiennes sont en train de se certifier B Corp versus le siège en Europe ne l'est pas encore ou ne l'est pas euh, pour l'instant. Donc, la réponse courte est oui. Il y a quelques particularités à prendre en compte, mais en général, on arrive à certifier des filiales en attendant que leur groupe ou leur siège puisse l'être aussi. D'accord. Mais merci beaucoup. Euh, Justement, on parle bon, de certification, de démarches qui peuvent être soutenues quand même. Si on parle plutôt des petites, moyennes entreprises, donc, est-ce que tu dirais que la certification B Corp serait majoritairement adoptée par des PME? Est-ce que certaines certifications qui s'adressent plus à des PME? Mhm. Euh, pas dans le cas de B Corp. Il pourrait y avoir, par exemple, pour EcoVadis, c'est par définition une grande chaîne de valeur. Soit vous êtes membre d'une chaîne de valeur, donc d'un écosystème d'approvisionnement, soit vous êtes vous-même donneur d'ordre, mais pas dans le cas de B Corp, puisque B Corp, on a des startups de une personne, vraiment une personne, et on a des groupes internationaux qui ont plusieurs filiales à travers le monde. Donc, par contre, à l'intérieur du cheminement, juste pour vous rassurer, la startup, la PME, la grande entreprise et le groupe international ne vont pas avoir le même cheminement. Ils vont pas avoir les mêmes exigences. Ils vont même pas avoir le même nombre de questions et pas nécessairement la même revue diligente. Je donne un exemple. Pour une petite entreprise, on se fie sur des entrevues ou quelques questions de vérification. Pour un grand groupe, on débarque chez vous, on Mhm. ouvre les états financiers, puis on regarde vraiment, littéralement, au peigne fin toutes vos informations, parce que justement, l'ampleur de l'impact négatif n'est pas le même. Donc, rassurez-vous qu'on peut quand même s'engager dans une démarche et automatiquement, c'est assez dynamique. En tout cas, pour la certification B Corp, c'est assez dynamique pour vous accueillir dans l'environnement le plus optimal pour que vous puissiez faire le meilleur cheminement possible. Merci. Donc, je comprends que c'est une démarche qui peut être quand même accessible, même si on est une plus petite Absolument. entreprise, puis qui, bien sûr, devient peut-être plus étoffée Ardu. à Exact. mesure qu'on est un plus grand joueur. Une autre question, donc, qui va plutôt pour les normes ISSB. Donc, est-ce que les premières recommandations de l'ISSB seront intégrées dans les critères des organismes de labellisation de certification? Bonne question. D'abord, juste pour ceux qui ne connaissent pas ce référentiel-là, ce n'est pas une certification en tant que telle, c'est l'International Sustainability Standard Board qu'on accueille d'ailleurs ici à Montréal. Le siège nord-américain est ici à Montréal. Donc, ça se veut euh, par les normes financières. Elles veulent vraiment avoir une approche de durabilité. Donc, c'est vraiment ça le pro. De plus en plus, les référentiels, les labels et les certifications, incluant celle de B Corp, elles sont déjà en train d'intégrer et elles vont de plus en plus intégrer ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est pas logique qu'on demande à une PME qui a peu de moyens de rendre des comptes sur un paquet de référentiels et un paquet j'allais dire, de normes. Et chaque norme a quasiment sa propre exigence et son propre critère. On est en train de viser une harmonisation, une interopérabilité, de sorte à ce que, en étant déjà Bicorp, par exemple, vous êtes déjà éligible, ou du moins vous avez déjà fait un pas en termes de réédition de compte par rapport à SSB ou par rapport aux objectifs de développement durable, etc. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là qu'on opère. Toutefois, à l'instant où je vous parle, il y a des normes qui l'ont déjà fait.
il y a d'autres non. Ah, pardon, il y a des certifications qui l'ont déjà fait, d'autres non. Les labels ne sont pas souvent là-dessus, mais en termes de certification, on est, par exemple, en train de transitionner vers la septième édition du référentiel B Corp, précisément parce qu'on a appris depuis la dernière certification beaucoup d'améliorations à faire. Et de deux, il fallait intégrer tout ce mouvement des objectifs de développement durable, des normes d'extra-financiarité, afin que les PME qui sont certifiées B Corp puissent déjà avoir un pas dans ce genre de normes. Excellent, merci. Donc, ben, en fait, je comprends que les certifications sont agiles, évoluent aussi avec l'évolution des exigences, puis qu'on recherche une certaine cohérence Absolument. sur ces exigences-là pour que ce soit aussi, la reddition de comptes devienne plus fluide aussi pour les entreprises. J'ai des questions qui sont peut-être plus spécifiques à des Oui. secteurs d'activité. Donc, quelles sont les certifications qui s'appliqueraient le mieux pour des entreprises de services? On le sait que la région du Grand Montréal a plusieurs entreprises Mhm. de firmes de consultation, cabinets d'avocats, de comptables, tout ça. Donc, entreprises de services, à quelle certification on peut penser? Ben, j'en ai mentionné tout à l'heure, si vous êtes dans l'événementiel étant dans le service, évidemment, il y a certaines certifications et labels qui peuvent vraiment vous convenir pour dire que je suis une entreprise éco-responsable dans mon approvisionnement, je suis une entreprise éco-responsable dans le type d'événement que je produis ou que je gère, dépendamment de votre niveau d'intervention. On peut penser aussi au domaine de l'informatique. Dieu sait, Alexandrine, que la Chambre est fournie de beaux partenaires et de membres dans le domaine des TI, technologies de l'information. Euh, on peut penser à tort que le numérique est virtuel, le virtuel n'a pas d'empreinte numérique. Il n'y a pas plus faux que ça. C'est beaucoup de Ouais. serveurs, beaucoup d'énergie. Donc, on est capable d'aller chercher des labels et des certifications associées à ce genre de domaine-là, tant pour le hosting, donc l'hébergement, pour dire que mon hébergement est vert et donc il est soutenu par de l'énergie renouvelable en amont, que les services que je produis sont vraiment à visée environnementale. Mais plus globalement, il n'en demeure pas moins que, j'allais dire, la certification la plus transversale, encore une fois, pour ne pas me répéter, B Corp, elle fit justement à n'importe quelle industrie, à n'importe quel secteur, notamment le service. Je dois mentionner qu'il y a des services qu'on appelle controversés. Vous n'allez jamais trouver une compagnie fossile être certifiée B Corp. C'est juste contradictoire. Donc, il y a certaines certifications, c'est déjà un critère de sélection de vos labels et certifications. Est-ce qu'il y a des industries controversées qui sont exclues ou pas? Ça pourrait vous donner aussi une onde d'ampleur sur le niveau de crédibilité s'il faut. Mais honnêtement, je ne peux pas dire aujourd'hui que le secteur de service est pauvre en labels et certifications. Bien au contraire, il faut juste faire la démarche réflexive de pourquoi je me mène là-dedans, ensuite de trouver le bon référentiel pour. Merci beaucoup. Puis ça fait une belle boucle avec avec la première question. Il me resterait deux questions pour toi. Oui. Donc, la coopération internationale, notamment à travers l'Organisation internationale de normalisation, ISO, est-elle indispensable pour établir des certifications ou bien est-il préférable de se baser sur les normes nationales et locales? Je pense pas que l'un empêche l'autre. Je le vois pas comme exclusivement mutuel, comme on dit, donc ou mutuellement exclusif. C'est pour moi le standard ISO a bâti quand même une notoriété depuis plusieurs décennies maintenant. On l'a connu entre autres sur la dimension ISO 9001 pour la qualité, etc. Mais je ne le vois pas comme étant contradictoire. D'ailleurs, le BNQ que je vous ai présenté tout à l'heure est évidemment issu aussi ou s'inspire du moins du standard international, mais aussi de la loi québécoise sur le développement durable et d'autres dimensions. Donc, pour moi, ce n'est pas... alors, ne pas trouver le sceau ISO n'est pas un gage de discréditer nécessairement un label, une certification. L'avoir, ce n'est pas un optimum en soi. Donc, on peut critiquer ou on peut améliorer certains éléments, même si on a la norme ISO rattachée. La preuve, la 14001, elle est verticale au niveau de l'environnement, mais elle ne touche pas l'ensemble de l'aspect holistique. À l'inverse, on peut avoir de belles certifications qui ont une crédibilité. Remarquez, si vous permettez, ce qu'on appelle l'indépendance de la gouvernance. Est-ce que la gouvernance du label ou de la certification que poursuivez est très maquillée à l'industrie? Donc, littéralement, c'est un conflit d'intérêts ou suffisamment indépendante et rigoureuse. Ça vous donne quand même, sans faire du name dropping, mais ça vous donne quand même un continuum sur lequel vous pouvez quand même vous engager avec l'assurance que vous ne tombez pas dans l'éco-blanchie.
Merci. En tout cas, tu nous donnes plusieurs pistes ou critères, en tout cas, à regarder pour s'assurer qu'on choisit la bonne certification, puis aussi qu'on choisit de façon éclairée là, une certification qui va nous apporter la crédibilité, si c'est ce qu'on recherche, bien sûr, à travers la démarche. Peut-être une dernière question, donc, pour toi. Euh, on le sait, c'est des démarches qui peuvent solliciter beaucoup de temps à l'interne, de ressources. Différentes personnes aussi peuvent être sollicitées à l'interne d'une entreprise. Comment on peut évaluer si une entreprise, elle est prête à s'engager dans cette démarche-là, puis comment les employés peuvent jouer un rôle pour le succès de cette démarche-là? Très, très bonne question. Pour ça, drôlement, j'ai comme un petit visuel que je pourrais repartager juste un instant. Voici schématiquement la gouvernance d'un mandatier et vous voyez très, très bien la composition humaine là-dedans. En général, on a le conseil d'administration, on a les ambassadeurs et ambassadrices qui sont les employés qui veulent promouvoir cette démarche-là. On a un comité de pilotage et ce qu'on appelle un comité d'impact. Donc, c'est vraiment au cœur de la gouvernance d'une démarche. Vous voyez que c'est assez profond puisque ça interpelle l'ensemble des paliers d'une organisation, aussi petite soit-elle et aussi grande soit-elle. C'est juste le nombre de chaque comité ou de chaque composante qui va différer. Euh, pour donner un exemple, pour une entreprise de 500 employés, on pourrait imaginer qu'il y a 40 ambassadeurs qui sont quasiment en train de soutenir cette démarche. Pour une petite entreprise de 10-15 personnes, ça pourrait littéralement nous, on s'en passe des ambassadeurs parce que c'est la totalité des employés qui sont déjà ambassadeurs. Donc, ça vous donne un peu une certaine gymnastique ici. Pour avoir déjà partagé mon écran, je voulais juste vous donner un exemple très concret de à quoi ça pourrait ressembler le livrable final. Donc, on commence par un diagnostic qui vous donne vraiment l'état des lieux actuel avec un scoring sur les 5 dimensions. Ici, j'ai pris l'exemple de B Corp, mais plus ou moins la plupart des référentiels font la même démarche. Et on a ce qu'on appelle une carte de chaleur, donc une heat map. Sur chacun des impacts que vous avez matériellement, on est en train d'évaluer le niveau de performance rouge, vert, orange, et on vous dira où est-ce que vous êtes aujourd'hui en termes j'allais dire, de performance actuelle pour éventuellement avoir un roadmap, donc une feuille de route qui va littéralement décliner vos potentiels d'impact de réduction que de maximisation. Et là, on aura un échéancier, puis des dates et des actions qui peuvent être pour. Donc, ça vous donne quand même un aperçu sur assez concrètement à quoi pourrait ressembler une démarche. Évidemment, je viens de vous résumer à peu près entre 3 à 12 mois de démarches qui peuvent soutenir ce genre d'approche, mais je tenais à ce que les gens puissent voir concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Hmm. Mais merci, puis je pense que ça donne quand même des pistes de réflexion sur comment on peut structurer le travail autant à l'interne, puis avec des outils comme une feuille de route aussi qui permettent de se donner des jalons puis des étapes à suivre. Donc, c'est très, très intéressant. Je pense qu'on pourrait poursuivre la conversation encore bien longtemps. Mais merci énormément. Puis donc, c'est ce qui conclut la période de questions. Merci, Rani, pour cette Avec plaisir. présentation puis ce survol des différentes certifications. Je pense qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui ont appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris à travers ta présentation. Pour ceux qui sont donc à l'écoute, on aura le webinaire d'aujourd'hui, bien sûr, en rediffusion, disponible en rediffusion. Je vous invite également à aller voir tous les derniers webinaires qui sont disponibles dans la boîte à outils de Convergence et je vous invite à suivre pour les prochains qui sont à venir dans les prochaines semaines. Également, on a une série de balados qui s'appelle S'entretenir que je vous invite à écouter où on a encore des invités tout aussi intéressants puis qui nous apportent également des récits de leur transition. Donc, sur ce, mais merci énormément d'avoir été présent parmi nous. Merci encore, Annie, pour la présentation. Plaisir. Puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci.